Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford. Bonjour Marc-Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci de revenir me voir pour un autre chapeau cette fois-ci. Celui de l'implication au niveau de l'Union des municipalités du Québec, plus précisément en tant que membre du conseil d'administration. Oui. Donc, on va mettre en lumière cette implication-là à l'Union des municipalités depuis combien de temps? En fait, je suis rentré sur le conseil d'administration de l'UMQ, si je ne me trompe pas, en 2014. Je crois que c'est un an après mon élection, 2014 ou 2015. Là, La première élection, là. Oui, exactement. Donc, qui se poursuit depuis ce temps-là. Donc, Thetford Mines est membre de l'UMQ, comme plusieurs autres villes, représente quand même, je crois, 85 de la population, effectivement. Donc, l'UMQ a une représentation très large, des plus petites aux plus grandes municipalités. C'est près de 400 municipalités au Québec qui sont membres de l'UMQ. Comme je dis, qui représentent 85 de la population. Donc, c'est beaucoup. Donc, oui, c'est ça. C'est quand même un grand bassin là, de gens, là, finalement, de voix citoyennes là, qui sont exprimées. Oui, exactement. Donc, je pense que quand l'UMQ parle, c'est très représentatif de ce qui est souhaitable pour la population du Québec. Puis, comment ça fonctionne, cette bébête-là qui est l'UMQ? Là, parce que vous avez tout votre travail, chacun là, en tant que maire de votre municipalité. Donc, comment est-ce qu'on jongle à travers votre organisation municipale, finalement, puis l'organisation de l'UMQ? Bien, en fait, il y a plusieurs façons de s'impliquer à l'UMQ. Évidemment, bien, pour la majorité des gens, bien, ils sont membres, ils bénéficient des services lorsqu'ils en ont besoin, ils vont participer au congrès annuel pour aller chercher plein d'informations, puis faire du réseautage avec les autres maires, puis voir ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est la façon de base. Mais à partir de quand on s'implique dans différents comités, commissions, bien, ça nous donne plein d'occasions aussi d'en savoir plus, puis de savoir les choses peut-être un peu avant les autres. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai jugé important de m'impliquer. Donc, sur le conseil d'administration, depuis déjà plusieurs années, j'ai été aussi 2 ans sur l'exécutif, sur le comité exécutif. Il y a comme 2 branches à l'Union des municipalités du Québec. Il y a la branche des caucus affinités. Donc, ils nous regroupent par municipalités qui ont des réalités qui sont semblables, donc par la grosseur. Il y a le caucus des municipalités locales, le caucus des municipalités de centralité, qui jouent un rôle central dans leur milieu. Le caucus des cités régionales, qui sont vraiment des pôles régionaux au niveau économique. Dont Thetford. Nous, on est dans les cités régionales. Ensuite de ça, il y a le caucus des grandes villes, de 100 000 et plus. Et enfin, le caucus des municipalités de la métropole. Donc, ça, c'est les différents caucus d'affinités. Sinon, il y a toutes les commissions. Donc là, c'est par sujet. La commission du développement économique, la commission des loisirs, la commission de sécurité publique. En tout cas, il y en a une tonne. Puis, ça permet aux gens de s'impliquer puis de faire avancer des dossiers qui vont toucher plusieurs municipalités ensemble, mais sur des sujets précis. Donc, à ce moment-là, c'est discuté en commission. Et puis, il peut y avoir des recommandations de fait au conseil d'administration de l'UMQ pour demander soit des changements dans nos façons de faire ou de refaire des revendications au gouvernement pour changer soit des lois ou des situations qui dépendent plus d'autres paliers du gouvernement. Parce que le but premier de créer une union des municipalités, c'est un rôle d'influence auprès du gouvernement. Absolument. C'est vraiment, à la base, ce qu'on veut, c'est défendre les intérêts des municipalités. En se regroupant, ça permet aussi de fédérer toutes ces réalités-là qu'on vit. Et puis, ensuite de ça, on se met ensemble pour être capable de dire haut et fort qu'est-ce qu'on souhaite comme modification. Mais c'est sûr que l'UMQ joue plein d'autres rôles aussi. Hein. On a une permanence d'une 50aine d'employés à l'UMQ, les employés très, très, très qualifiés qui nous permettent de bien nous informer. Tout un service de formation qui est là aussi, tant pour les employés cadres des villes que pour les élus. Ils ont toute une branche de services aussi de privilèges commerciaux, donc des regroupements d'achats. Évidemment, quand vient le temps d'acheter par exemple du sel pour nos routes, Thetford peut acheter du sel,
Mais le plus gros regroupement d'achat de sel au Québec, après le ministère des Transports du Québec, c'est celui de l'UMQ. Donc, évidemment, on bénéficie de meilleurs prix lorsqu'on achète tout le monde ensemble que lorsqu'on est seul de notre côté. Donc, ça nous donne des bénéfices économiques. En fait, je ne vous cache pas que probablement que notre cotisation annuelle qu'on paye, juste les économies qu'on fait remboursent allègrement là, notre cotisation annuelle. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de notre côté. Un investissement bien rentable. Un investissement payant. Un investissement payant, finalement, là, qui permet ça. Cité régionale, donc un caucus. On parle comment ça fonctionne là, quand on arrive autour de cette table-là. Vous êtes, je crois, 27 municipalités. Représente quand même passablement beaucoup de monde, visiblement, par les 27 municipalités. Comment ça fonctionne, ce caucus-là? Oui, bien en fait, tous les caucus ont peut-être des fonctionnements qui leur sont propres. C'est sûr qu'on fonctionne un peu de la même façon, mais dépendamment des caucus puis de la quantité de gens qui siègent là-dessus, bien, on peut avoir des fréquences de rencontres ou des fréquences de réunions qui sont différentes. Dans notre cas, au niveau des cités régionales, on parle de 27 villes, donc des villes allant jusqu'à 100 000 habitants. Qui jouent un rôle important dans leur région. Donc, Thetford, Victoriaville, Drummondville, Shawinigan, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Sept-Îles, Bécomo. Vous voyez le genre de villes que c'est. Donc, toutes des villes que les gens connaissent bien. On représente ensemble 1 million de population. Donc, c'est sûr que quand le caucus des cités régionales prend des positions, bien, ça a quand même du poids. Et puis, ça nous permet aussi soit de faire nos propres revendications, ce qu'on fait parfois, ou ensuite de ça, de faire des demandes au conseil d'administration de l'UMQ pour faire avancer certains dossiers qui nous sont propres. Donc, c'est vraiment important. Nous, on se rencontre plusieurs fois dans l'année. Les gens prennent la peine de se déplacer pour qu'on se voit, souvent le maire avec le directeur général de la ville. Et puis là, bon, on a différents dossiers qui nous occupent, qu'on travaille pour faire avancer des choses qui sont au bénéfice de tous les membres du caucus, là. Je suppose souvent aussi que ces enjeux-là doivent être communs à d'autres, étant donné que c'est ça. Ben, c'est l'objectif, en fait. Là. Donc, c'est sûr qu'on travaille beaucoup présentement aussi sur la reconnaissance des cités régionales. Donc, on est dans un monde où, présentement, on parle beaucoup de MRC, mais il ne faut pas oublier que les villes sont le moteur économique des régions. Donc, c'est clair qu'il faut reconnaître le rôle que les villes jouent dans une économie régionale. Donc, c'est important que les gouvernements le reconnaissent. Donc, c'est sûr qu'on travaille beaucoup là-dessus présentement. Sinon, toute la notion d'occupation du territoire, la notion de services gouvernementaux en région, on a vu, il a goûté pas mal avec les coupures au niveau de la santé, avec toute la centralisation. On a perdu, nous, comme troisième ville de Chaudière-Appalaches, on a perdu beaucoup de services, beaucoup d'emplois de qualité. Donc, c'est sûr que s'il y a d'autres villes qui connaissent aussi ce genre de situation-là, on fait partie de ceux qui revendiquent le plus la délocalisation d'emplois gouvernementaux. Donc, en 2020, là, on travaille tout en avant d'un ordinateur, mais pourquoi tous les fonctionnaires devraient être localisés à Québec et à Montréal? C'est pas vrai que c'est nécessaire. On peut très bien parler de mines à Thetford Mines, puis parler de pêcherie à Gaspé, puis parler de foresterie à Val-d'Or, là. Entendons-nous, là. Ça fait que on pense que ce serait bon pour l'économie du Québec de délocaliser des fonctionnaires. Donc, il y a déjà eu une promesse gouvernementale là-dessus de 5 000 emplois qui seraient délocalisés. Donc, c'est sûr que nous, on suit ça. Sinon, on parle de fiscalité, on parle de comment attirer des nouveaux revenus pour les municipalités. Donc, vraiment, plein de sujets qui nous occupent au fil du temps. En t'écoutant, j'ai comme deux questions qui me sont venues. La première, on parle de reconnaissance pour les municipalités. Qu'est-ce qu'on veut entendre par reconnaissance au point de vue des municipalités régionales? Dans le fond, on veut que nos pouvoirs soient reconnus. On veut être en mesure d'avoir des coups de franche pour agir. Puis, je vous dirais que je ne cache pas que ça va un peu en opposition aussi avec les pouvoirs qui peuvent être dévolus au MRC. Donc, la MRC joue un rôle important, qui est encore beaucoup plus important pour les plus petites municipalités qui ont peut-être moins les capacités à l'interne de s'offrir tous les services municipaux qu'il faudrait aujourd'hui en 2020. Mais au niveau des villes, on est capable de servir de bord, on est capable de livrer la marchandise. Donc, c'est sûr qu'on veut être reconnu à ce niveau-là aussi, là. C'est un peu l'enjeu de gouvernement de proximité, là, des fois qu'on entend parler, là, puis de pouvoir décisionnel. Bien, les municipalités ont été reconnues comme gouvernement de proximité. Donc, la ville de Thetford, c'est un gouvernement qui offre des services de proximité à ses citoyens. Donc, on est les mieux placés pour savoir ce que nos citoyens veulent. Donc, il faudrait arrêter d'avoir tout le temps quelqu'un qui est par-dessus notre épaule à nous dire quoi faire, comment le faire. Une délégation de pouvoir dans tout ce qui s'en vient avec ça. Exactement. Il ne faut pas que ce soit juste des mots de dire qu'on est un gouvernement de proximité. Ma deuxième question serait,
On parlait d'autres revenus pour les municipalités. C'est quoi qu'une municipalité cherche à avoir comme autre revenu? Bien, en fait, ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que présentement, quand on fait le budget de la municipalité, évidemment, on regarde nos dépenses, puis on essaie de faire le plus attention possible à nos dépenses, mais pour payer nos dépenses, ça prend des revenus. Puis l'argent vient d'où? Bien, l'argent vient de la taxe foncière. Donc, plus ta maison est grosse, plus ça te coûte cher. Mais c'est un système qui a ses limites. Présentement, c'est la loi qui est faite comme ça. Nous, on ne peut pas faire autrement, mais il y a toujours bien une limite à envoyer une facture qui grossit en fonction de la maison quand, finalement, le service reçu par le citoyen est toujours le même. On déneige en avant de la maison, on ramasse ses déchets, on offre des services de police, tout ça, mais c'est pas parce que la maison est beaucoup plus grosse que le citoyen reçoit beaucoup plus de services. Donc, puis sur l'ensemble de nos revenus, la moyenne du Québec, c'est 72 si je ne me trompe pas, qui provient de la taxe foncière. Mais nous autres ici, je me demande, c'est pas près de 80 Alors, ça n'a juste pas de bon sens. C'est clair qu'il faut une diversification des revenus des municipalités pour être capable d'offrir les services. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas juste déneiger. Là. On a des services de développement économique, on aide nos entreprises à s'établir, on investit dans nos parcs industriels. C'est important, toutes les questions environnementales sont importantes, mais les gens n'imaginent pas à quel point ça coûte cher, les règles qui se raffermissent toujours, puis ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Maintenant, mais ça prend de l'argent pour payer ça, mais toujours facturé en fonction de la grosseur de la maison, ça a ses limites. Là, on a vu dans le dernier pacte fiscal qu'on a signé avec le gouvernement, je faisais partie du comité de négociation comme président du caucus des régional. Bien, en fait, on a réussi à obtenir un petit bout de ce qu'on demandait. On voulait avoir 1 % de TVQ qui nous soit versé par le gouvernement. Il s'était engagé à le faire. Finalement, on a eu la croissance d'un point de TVQ. Donc, si 1 % de TVQ vaut 500 millions, puis l'année d'après, il vaut 600 millions, bien, ce qu'on est allé chercher, c'est le 100 millions. Donc, parce que des fois, dans les médias, ça sortait comme de quoi qu'on avait eu un point de TVQ. Là, on serait très content que ce soit ça. Mais c'est pas ça. Donc, c'est un premier pas qu'on fait pour obtenir un petit peu d'argent pour ça. Donc, c'est vraiment important parce qu'en même temps, comme on dit, on est des pôles de développement économique, on génère de l'activité économique. Mais à chaque fois qu'il se dépense de l'argent quelque part, la ville ne touche rien parce que les gens payent des taxes, les gens payent des impôts. Mais tout ça va au gouvernement du Québec. Nous, ce qu'on touche, c'est la taxe foncière. Donc, alors qu'il y a des municipalités qui génèrent plus d'activités économiques parce qu'ils posent plein d'actions qui sont pertinentes et qui sont utiles à la société pour le développement économique des sociétés, bien, on n'en tire pas les bénéfices. Donc, c'est sûr que ce serait intéressant qu'on puisse y participer davantage. Parce que, dans le fond, une municipalité n'a pas bien des façons de se financer, finalement. Là. Donc, soit que ça vient de ses citoyens ou ça vient du gouvernement. Donc, exactement. Puis, parce que les services qu'elle offre, elle ne peut jamais changer pour ça. Puis là, on va taxer les citoyens, on va taxer les entreprises. L'autre revendication qu'on avait qui n'a pas été rencontrée, c'est on voulait que le gouvernement paye ses taxes comme tout le monde. En fait, le gouvernement fédéral paye 100 % de ses taxes, les citoyens payent 100 % des taxes, les entreprises payent 100 % de leurs taxes. Les édifices gouvernementaux du Québec, eux, ils choisissent combien ils payent de taxes, puis ils en payent moins que les autres. Donc, pourtant, ils obtiennent les mêmes services. On ne lève pas la gratte quand on passe là, puis on ramasse tous les déchets, on n'en ramasse pas juste la moitié. Donc, présentement, on n'a pas réussi à obtenir ce gain-là. Éventuellement, c'est sûr que ça va faire partie encore de nos prochaines revendications. Parce que les taxes qui ne sont pas payées par le gouvernement du Québec sur ces édifices à lui, ben, sont refilés à toi et à la télévision communautaire pour le centre communautaire, puis sont refilés à tout le monde. Dans le fond, c'est pas parce que le gouvernement ne paye pas sa partie de taxe que la dépense qui était avec n'est pas là. Elle a la dépense. Donc, la facture de taxe qui n'est pas payée par le gouvernement du Québec est refilée à tout le monde. Pour que, finalement, le budget balance à la fin de l'année. Exactement. Donc, toutes ces revendications-là, c'est le caucus, excuse-moi, des cités régionales qui fait ça. Puis comment ça s'amalgame avec l'ensemble des autres caucus, là, donc pour prioriser ces demandes-là, puis finalement, que ça monte au conseil d'administration? Bien, en fait, c'est sûr que chacun des caucus peut avoir des réalités qui sont différentes. Donc, soit qu'on va faire des revendications nous-mêmes. Ça arrive des fois que le caucus des cités régionales fasse lui-même certaines revendications. Sinon, bien, ça passe par le conseil d'administration de l'UMQ qui, lui, va choisir de quelle façon il va faire les revendications selon ce qu'il reçoit des différents caucus. Donc, s'il reçoit une revendication X de la part des cités régionales, puis des municipalités de centralité disent quelque chose qui va un peu dans le même sens, mais qui est différent, bien, il va avoir
un petit peu un processus d'arbitrage qui va se faire pour avoir une position commune qui pourrait être défendue par le conseil d'administration de l'UMQ à ce moment-là. Et après ça, envoyer ça dans le ministère là, des Affaires municipales. C'est ça, selon les gens qui sont concernés, ils vont faire les revendications au bon endroit. On n'a pas parlé en début d'entrevue, mais combien il y a de gens qui siègent sur le conseil d'administration? Il y a pas mal de monde, de mémoire, c'est 50 ou 51. OK, c'est 50. Un gros conseil d'administration au Oui, Québec, oui, je pense que je l'ai en quelque part. Il me semble que c'est 50 personnes qui siègent là. Donc, il y a des représentants de chacune des régions administratives, des représentants de chacun des caucus aussi. Donc, ça finit par faire pas mal de monde, mais en même temps, c'est gros le Québec, puis il y a plein de monde qui ont des choses à dire. Puis, on profite de l'expertise de tous ces gens-là qui sont autour de la table. Le but, c'est toujours de faire avancer les enjeux de tout le monde que ça représente. Là. Exactement. Maintenant, j'aimerais qu'on remette un peu un chapeau ville de maire de la ville de Thetford. C'est quoi le bénéfice que la ville va chercher par cette implication-là? Parce que ce que j'ai compris, c'est que oui, il y a le maire qui siège sur le conseil d'administration et les caucus, mais il y a aussi un DG des fois qui est pris puis qui va aller à des rencontres. À l'UMQ, des fois, il y a des cadres, il y a d'autres élus aussi qui vont là. C'est quoi que la ville va chercher à l'UMQ, puis c'est quoi que l'UMQ redonne aussi à la ville? Il y a comme deux questions dans ma question. Non, en fait, la réponse risque d'être convergente. L'implication à l'UMQ, qu'est-ce que ça nous donne, en fait? C'est on est mieux informés, on connaît mieux les programmes, on les voit venir plus d'avance. On apprend des bons coups que les autres font, parce que oui, on peut lire le journal, là, mais dans l'époque où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas dans le journal qu'on voit les bons coups qui se font des municipalités, là, parce que vous savez ce que je pense du désert médiatique qu'on connaît ici concernant les médias. En fait, ça nous permet d'aller voir les gens, de discuter avec les autres maires, de voir les réalités qu'ils ont, de voir les erreurs qu'ils font, les bons coups qu'ils font pour pouvoir essayer de gagner du temps chez nous puis avoir des méthodes de travail plus efficientes. Donc, pour nos citoyens, c'est sûr que c'est quelque chose de bien. Ça permet de mieux comprendre aussi ce qui se passe à l'échelle du Québec, puis après ça, de rapporter cette connaissance-là dans les dossiers qu'on va travailler chez nous. Donc, c'est sûr que c'est très important pour nous de s'impliquer là. C'est sûr que moi, j'investis beaucoup de temps là. Donc, à la place de faire des semaines de 50, 60 heures, bien, il y a des fois, c'est des semaines de 60, 70 puis 80 heures, parce que le temps que je mets là, bien, il n'y a personne qui fait mon ouvrage à l'autre de la ville, puis ça rallonge les journées, ça rallonge les semaines. Mais c'est important de le faire parce que c'est de la façon qu'on a d'avoir la meilleure information pour donner un bon travail pour nos citoyens. Ce qui arrive, ce que je suppose aussi, c'est que la municipalité qui est membre de l'Union, mais qui n'est pas impliquée, va retirer moins finalement là, de... Bien, c'est sûr qu'au niveau du réseautage, puis au niveau de ce qu'on discute entre nous, bien, c'est plus difficile de l'obtenir pour quelqu'un qui ne s'implique pas dans les instances de l'UMQ. Sinon, l'information, on peut l'obtenir. Des fois, on ne l'obtient juste pas au même moment, parce qu'entre autres, quand j'étais sur l'exécutif, c'est le premier palier où est-ce qu'on est informé de ce qui s'en vient. Là. Donc, quand tu es le premier à apprendre qu'il y a un programme qui s'en vient, c'est différent d'apprendre que le programme est déjà sorti puis qu'il te reste 4 semaines pour déposer tes projets. Là. Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment un point important. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont partis de la ville de Thetford puis qui ont fait leur petit bonhomme de chemin puis ils ont monté plus haut à l'UMQ? C'est une bonne question. Dernièrement, en fait, un exemple, c'est l'amiante. Dans les audiences du BAP, là, moi, j'ai réussi à faire prendre position de l'UMQ là, en notre faveur. Là. Donc, déjà, c'est intéressant. Sinon, il y a certainement d'autres choses. Là, ça ne me vient juste pas à l'idée présentement, là, mais au fil des années qui sont déjà arrivées, peut-être moins dans les dernières années depuis que je suis là, mais je suis convaincu qu'il y a eu des dossiers initiés par la Ville qui se sont rendus là-bas. Là. C'est quand même une fierté d'avoir l'Union des... En fait, une résolution du conseil d'administration qui appuie le projet du BAP là, pour... Oui, dans le dossier de l'amiante, c'est sûr qu'on se rend compte que la ville de Thetford semble être traitée injustement par rapport à des passe-droits qui peuvent être donnés à des ministères, des organismes et tout ça. Là. Donc, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit traité avec équité. Là. Au niveau de l'UMQ, n'est pas très à rentrer dans le détail du dossier de l'amiante que de dire que il faut que le gros bon sens puis que l'équité règne là, au Québec. Là. On est dans une démocratie. Là. Oui, ça restera une instance démocratique et politique, donc des fois, de prendre parti. C'est un des rôles de l'UMQ aussi de promouvoir toutes les notions de saine démocratie. Tu as abordé tantôt toute la notion de fiscalité par rapport aux municipalités. C'est quoi l'enjeu par rapport à ça? Bien, en fait, ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça, c'est qu'au niveau de la fiscalité municipale, on est dans une époque maintenant où est-ce que c'est facile, entre autres, de commander par Internet. Tout ce qui est là, tout ce qu'on a besoin, en fait. Mais là, on parle de dématérialisation de l'économie. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que
Il y a toujours moins de magasins. On le voit, les surfaces remplissent un peu. Il y a plein de chaînes de magasins qui ont de la difficulté dans le commerce de détail. Ça devient difficile. Mais ces gens-là payaient les taxes municipales. Donc, maintenant qu'on cherche à s'approvisionner autrement, plus on embarque dans cette sphère-là, dans cette spirale-là, ce que ça fait, c'est que s'il y a des commerces qui ferment et qui payent les taxes municipales avant, pour obtenir les mêmes services, il y a moins de joueurs à qui on va répartir la facture municipale. Donc, c'est important en matière de fiscalité de s'assurer qu'on le disait tout à l'heure, qu'il y ait vraiment la diversification des sources de revenus, c'est super important. Et puis, lorsqu'on pose des actions pour favoriser le développement économique, il faut qu'on puisse participer aussi aux fruits de cette croissance économique-là. En même temps, il faut donner les outils nécessaires aux municipalités pour pouvoir répondre à ce développement économique-là. Exactement, mais d'un autre côté, les municipalités ont la responsabilité aussi de se donner les outils pour être capables d'agir. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi, là. Fait que l'enjeu, finalement... Parce qu'on est des gouvernements de proximité, oui, on prend les décisions avec l'argent qu'on gère pour en obtenir les meilleurs bénéfices, là. Donc, l'enjeu, c'est d'arriver à conscientiser les gens à venir s'établir dans la municipalité? Ou c'est d'arriver puis de freiner l'exode par rapport à ça? C'est un peu... c'est sûr qu'on veut toujours freiner l'exode. On veut toujours qu'il y ait des gens qui s'installent. On veut que les gens aient conscience que de consommer localement fait en sorte de créer de l'emploi localement et créer des payeurs de taxes commerciaux localement aussi. La sphère économique, là, les décisions qu'on prend ont toujours des impacts. Donc, on souhaite que les gens aient toujours cette réflexion-là en arrière des gestes qu'ils posent, là. On parle souvent par notre portefeuille. Les décisions qu'on prend avec notre portefeuille ont des impacts sur notre portefeuille en bout de ligne aussi, là. Oui, finalement, c'est toute la... C'est une roue, hein, finalement, l'économie qui tourne. L'économie, c'est une grosse roue qui tourne. En conclusion, l'UMQ vous permet de bénéficier d'une belle notoriété et de visibilité par rapport à ça pour les municipalités? Oui, en fait, dans le monde municipal, il y a plein de... Dans le fond, le gouvernement, lorsqu'il va prendre des décisions, les deux paliers de gouvernement, on va prendre des décisions qui touchent le monde municipal. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'UMQ, avec la notoriété qu'elle a, avec l'importance de représentation qu'on a avec 85 % de la population qui est membre de l'UMQ, mais ce qu'on veut, c'est que l'UMQ devienne la référence lorsque quelqu'un a à poser des gestes ou à prendre des décisions qui touchent le monde municipal. Donc, ça, c'est définitivement un point fort pour l'UMQ de faire valoir cette position-là. Si vous voulez parler aux municipalités, passez par l'UMQ. Si vous voulez prendre des décisions qui touchent les municipalités, sachez que l'UMQ est là pour dire ce qu'on en pense, là. Marc-Alexandre, merci beaucoup pour ce survol de l'organisation qui est l'Union des municipalités du Québec. Je pense que c'était fort agréable, puis surtout très pertinent là, de mettre en lumière cette organisation-là, qu'on des fois on entend souvent parler, mais que... Oui. On connaît peut-être moins de l'interne. C'est bien. Merci beaucoup de l'invitation. C'était agréable. Merci. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.